Malgré le retour de la forêt, consécutif à la déprise agricole des XIVe et XVe siècles, siècle de fer qui voit les villages se replier sur eux-mêmes, se barricader. Dès le XVIe siècle, le problème du manque de bois se pose à nouveau. Mais cette déforestation aura d'autres conséquences, au moins aussi néfastes que la pénurie de bois. Elle va provoquer un lessivage des sols qui aura deux effets délétères. Le premier, c'est une réduction des sols fertiles. En ne retenant plus l'eau, grâce à la présence des arbres, de leurs racines et d'une flore associée, les sols sont emportés par le ruissellement des eaux, privant ainsi l'agriculture de pente d'une ressource primordiale, la terre. Pour y remédier, des systèmes de terrasses vont être mis en place avec de complexes systèmes d'évacuation des eaux. On transportera à dos de mulets des sacs de terre pour reconstituer les sols, pour remonter ce que l'eau de pluie accumulait dans le fond de vallons. L'autre effet sera l'augmentation du nombre de crues dévastatrices. On en a un très bon exemple avec la crue du Gardon de 1780 qui balaya tous les moulins situés sur son cours et provoquera une réorganisation de la minoterie dans l'ensemble de son bassin. On pourrait croire, du haut de nos performances scientifiques et de l'ultra-modernité de nos sociétés numériques, que les populations de ces époques anciennes n'avaient pas conscience de ce que provoquait leur action sur leur environnement. Mais ce serait se tromper que de le croire, bien au contraire. Dès le XVIe siècle, on lit ici ou là que la déforestation est responsable d'une torrentialité d'origine anthropique, même si on le dit avec d'autres mots. Les dates de crues marquées sur les moulins est une des traces de cette lutte éternelle de l'homme et de la nature. On a parfois parlé de la garrigue en termes de désert de pierre. C'est le grand clapasse, cet amoncellement de pierres qui peut parfois couvrir de grandes surfaces. La garrigue est une formation végétale associée à un type de roche particulier, le calcaire. Selon le type de substrat rocheux, la garrigue peut proposer des faciès différents. Les clapasses et les lapiers sont des formations rocheuses d'un intérêt majeur car elles donnent à voir en surface les phénomènes dits karstiques qui sont responsables de l'apparition des grottes, des dolines et autres cavités caractéristiques des roches calcaires quasiment pures. Regardons cela de près et commençons par un peu de chimie. Le calcaire pur des massifs urgoniens sont le résultat de sédimentation des dépôts marins réalisés il y a entre 130 et 110 millions d'années. C'est le Crétacé, l'époque des dinosaures. L'essentiel de ces dépôts sous-marins était composé de coquilles d'animaux morts tombés au fond de la mer pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années. C'est l'accumulation de ces coquilles, la pression exercée par leur propre poids et le poids de l'eau sur les fonds marins qui ont fini par compacter l'ensemble et créer cette roche. D'une certaine manière, le calcaire qui compose le massif des garrigues de Nîmes, celui de la Gardiole, celui de la Clappe, le Pic Saint-Loup ou le Luberon, ce calcaire donc est composé des cadavres de minéraux de milliards d'êtres vivants qui ont vécu au Crétacé dans les mers chaudes. Ainsi, on peut considérer que nos garrigues se déploient sur un grand cimetière. La vie et la mort s'entre-nourrissant dans une dynamique qui, on ne peut que l'espérer, ne trouvera de fin qu'avec celle de l'univers.